Vous êtes spécialement spécialisé en économie de la santé, démographie et sécurité sociale. Vous avez donc le profil de l'emploi, monsieur le ministre. On vous regarde, vous êtes clair sans être blanc. De nom, vous êtes peul. De teint, vous êtes difficile à identifier. Monsieur le ministre, vous êtes né à Akjouj, en République islamique de Mauritanie. Vous avez officié à Nouadhibou, toujours en Mauritanie. Puis vous êtes revenu au Mali, un pays qui vous a donné l'éducation et la formation. Docteur, vous êtes pour moi un trait d'union. Docteur Sidibé, dans tout ce que je viens d'évoquer de votre vie et de votre parcours, dites-moi, docteur, qui êtes-vous? Vous êtes quoi dans notre société, affolée par les amalgames et les suspicions? Merci, monsieur le directeur. Effectivement, je m'appelle Mamadou Sidibé. Je suis né à Akjouj, comme vous l'avez dit, pour des raisons simplement de présence de mon père qui était dans l'armée française à l'époque et qui servait à Akjouj. Et selon son parcours, une partie de sa carrière en Mauritanie, j'ai des frères qui sont nés à Attar, d'autres qui sont nés à Néma. Et depuis 1962, donc je suis revenu au Mali, particulièrement à Caille, où mon père a vécu, où j'ai fait mes études primaires. J'ai fait mes études secondaires au lycée de Badlabougou. Je suis malien, peut-être ambigu, mais bon teint. Et je suis fier d'être Kassonké, parce que je suis Kassonké d'origine, même si mon nom est Peul. Donc mon père est originaire de la région de Baflabé, particulièrement du cercle de Baflabé, la commune de Tigana. Et son village, c'est le village de Sidibéla. Donc je suis fier d'être vraiment malien et d'être Kassonké Bontin. Merci, monsieur le ministre. Je ne voulais pas vous éprouver, loin de là, mais les Maliens veulent se connaître, savoir qui est qui. Car un proverbe de chez nous, transcrit par l'honorable Philippe Dabo Sissoko, disait que si vous voyez une flèche sous l'aisselle de la tortue, c'est celle de son cousin. Sinon, difficile de percer la carapace. Alors, docteur Sidibé, est-ce que votre mission de gestion de l'action humanitaire, réception, répartition de dons d'un côté, visite aux déplacés, aux réfugiés de l'autre, vous permet de vous occuper des autres volets de la mission de votre ministère, à savoir la solidarité, les personnes âgées? Je pense que le ministère dont j'ai hérité a existé depuis bientôt 10 ans. Et il s'était appelé ministère du Développement social, la solidarité des personnes âgées. En mars 2012, notre pays a traversé des événements douloureux qui se sont manifestés pour la première fois par un mouvement de population assez important qui a fait que les gens se sont déplacés, se sont rués, j'allais dire, vers les régions du Sud et les pays voisins. Et pendant le mois où nous sommes restés dans cette phase de mise en place du gouvernement, les problèmes humanitaires sont apparus de façon criarde. Et les tentatives qui ont été faites pour essayer d'aborder des solutions ont été faites à travers la Croix-Rouge qui a fait une mission à Tombouctou et une association de jeunes qui s'est appelée Cris du Cœur, ressortissants de Gao, qui ont tenté aussi d'aller à Gao. Donc je pense qu'il était tout à fait normal que le décideur de l'époque ait pris la décision de mettre en place et en avant l'action humanitaire. Ceci dit, l'action humanitaire est transversale, la solidarité est transversale et la solidarité englobe toutes les missions aujourd'hui de ce département que nous avons continué à mener de front avec la partie urgente de l'action humanitaire. Ensuite, en ce qui concerne le développement en lui-même, la mission du département, c'est surtout de lutter contre l'exclusion, d'encourager les personnes les plus faibles et de les assister, mais également d'envisager de les mettre dans des conditions qui leur permettent de pouvoir être autonomes. Je voudrais dire particulièrement à l'endroit des handicapés, mais également à l'endroit des femmes seules, chefs de famille, mais à l'endroit aussi des enfants qui sont dans des difficultés scolaires. Donc toutes ces missions, qui sont des missions régaliennes du département, sont restées et nous avons essayé de les mener de front. Ce que nous avons fait aussi, c'est dans le domaine de la protection sociale, parce que comme vous le savez, c'est un chantier énormément important et éminemment sensible pour nos départements à travers la mise en place de l'AMO et du RAMED. Nous avons continué également là à appuyer les services techniques pour que ce soit une réalité, que ce soit une réalité concrète, que nous sortions de ce conflit dans lequel nous étions, parce que nous pensons que c'est une traduction de notre solidarité traditionnelle, parce que tout le monde sait que quand vous avez quelqu'un de malade dans votre famille,
Si vous devez y faire face tout seul, vous n'y arriverez pas. Donc les autres vous aident à le faire et nous avons pensé que c'est un instrument assez important que nous devons développer et soutenir. Ce que nous avons fait. Le RAMED qui est dédié aussi aux indigents, nous avons essayé, surtout dans cette phase difficile, d'accompagner l'ANAM pour qu'elle puisse jouer son rôle dans la prise en charge des personnes qui sont des personnes indigentes. Donc, en plus de cela, nous avons continué aussi à travers les autres projets qui sont dédiés au développement. Nous en avons deux, le projet d'appui au développement communautaire et le PACR qui agit sur les différentes régions que nous avons appuyées également, avec lesquelles nous avons continué à travailler pour essayer de remplir cette mission qui nous a été confiée pour permettre le développement du Mali, parce que sans développement, il ne peut pas y avoir de solidarité et sans solidarité, il ne peut pas y avoir de développement. Les personnes âgées, c'est notre tradition. Et nous avons aussi là essayé, autant que faire se peut, de leur apporter l'appui nécessaire, mais je pense qu'on aura à en parler dans les activités que nous avons menées. Et pour conclure sur ce point de vue, nous avons organisé en décembre les journées d'évaluation du département pour essayer de comprendre, pour essayer d'écouter les autres et de savoir exactement ce qui a été fait, ce qui n'a pas pu être fait et quelles sont les perspectives de 2013. Et au sortir, je pense, de ces journées, nous avons eu en tout cas une évaluation qui nous a permis de comprendre que, de façon générale, les missions du département ont été remplies, ou en tout cas qu'on a essayé de le faire avec l'ensemble des services, mais que tout le monde se plaignait de certains aspects qui sont liés aux finances et à la logistique, mais ça c'est des problèmes récurrents que nous essayons de résoudre tous ensemble. Justement, Monsieur le Ministre, au vu de notre société, sans juger a priori, on a l'impression que vous avez là une tâche facile. La solidarité, c'est la vie courante des Maliens. S'occuper des personnes âgées, c'est une évidence. Est-ce que ça a été facile? Ce n'est jamais facile parce que l'image qu'on se fait de ce département, c'est un peu son côté œuvre sociale. Donc vous êtes assaillis de demandes et les gens ne comprennent pas que vous ne puissiez pas répondre à cette attente-là. C'est notre conception, c'est notre façon de voir les choses et nous sommes des humains comme tout le monde, donc quand on demande quelque chose, on s'attend à l'avoir. Néanmoins, notre mission à nous, notre rôle, c'est de plutôt expliquer aux gens les situations dans lesquelles nous sommes et ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Il est vrai que nous sommes un département où nous devons aider les gens, mais encore faut-il que nous puissions respecter l'équité. Cette équité, elle se fait forcément à travers une acceptation d'un certain nombre de règles et de critères que nous devons partager avec l'ensemble des usagers et l'ensemble de nos directions et nos services déconcentrés qui sont au niveau régional ou au niveau locaux ont un certain nombre de critères. Si je prends par exemple le critère de la vulnérabilité, il y a des règles qui sont définies et des normes qui ont été définies que nous acceptons. Si nous prenons aujourd'hui les indigents, il y a également des critères qui font qu'on est indigent ou on ne l'est pas. Donc on a essayé de mettre à jour un peu tous ces éléments, de les partager pour que tout le monde ait la même compréhension. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est à chaque fois que nous avons reçu une demande, c'est d'expliquer à la personne comment nous pouvons l'aider ou comment nous ne pouvons pas l'aider. La solidarité est un grand mot, c'est vrai, mais elle est notre essence même et je pense qu'il nous appartient, avec le peu de moyens que nous avons, de faire ce que nous pouvons faire pour le maximum, mais en respectant l'équité. Justement, Monsieur le Ministre, je voulais vous demander, vous, les moyens de votre politique. Je pense qu'en domaine de solidarité, personne n'a les moyens de sa politique. On fait ce qu'on peut. Si je prends les pays développés aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens qui... La cohésion sociale fait que, et nos liens sociaux font que personne ne meurt faim. Il faut d'un parent. Donc la solidarité, pour moi, c'est l'ensemble du peuple malien. Et je pense que le peuple, circonstance, parce que si l'État tout seul devait faire face à tous ses besoins, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc je pense que là, c'est un élément essentiel de nos sociétés que nous devons cultiver et que nous devons entretenir. Parce que ça, je dirais que c'est une qualité fondamentale de notre société que nous devons valoriser. Monsieur le ministre, nous avons commencé par ces volets de votre département dont vous vous occupez, mais la situation de crise fait que les Maliens, aujourd'hui, ne retiennent de votre mission que l'action humanitaire, qui est d'ailleurs l'objet du présent entretien que nous allons conduire. D'abord, on peut faire le point depuis que cette crise a commencé, des dons venaient, on apprenait des cartels. Est-ce qu'on peut faire le point sans entrer dans les détails, mais pour savoir le point des flux des dons, la nature, les quantités de dons, la provenance des donateurs, la gestion qui en a été faite, Monsieur le Ministre. Les Maliens s'attendent
à ce que vous leur disiez, ce que vous avez fait de ce que vous avez reçu? Je pense que c'est effectivement une question sur laquelle nous devons rendre compte. Ce qui s'est passé, c'est que quand la crise a commencé, nous avons eu, dès le mois de mai, les premières réactions. Ces réactions d'abord par les amis du Mali, mais également par les Maliens. C'est ainsi que, sous l'année 2012, nous avons reçu des dons de l'Algérie, qui sont à peu près de 3000 tonnes. Nous avons reçu une donation des ressortissants de Banaba, qui sont de 12 tonnes. Nous avons reçu une donation de la Turquie, qui est à peu près de 2600 tonnes, de l'Égypte, qui est à peu près de 130 tonnes. Ça, c'est en 2012. Ça, c'est ce que nous avons reçu globalement par rapport aux pays amis du Mali et le Maroc, 36 tonnes. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est un domaine très sensible. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons volontairement, en accord avec l'OPAM, pris la décision de leur confier l'ensemble des dons qui sont reçus. C'est pour cela que vous avez vu qu'à chaque fois que nous recevons quelque chose, il était stocké au niveau de l'OPAM. Donc l'OPAM se chargeait de la gestion physique des dons que nous recevons. Et nous, notre rôle, c'était simplement, en fonction des besoins que nous avons, c'est de faire des demandes de sortie de ces stocks-là à l'endroit des populations qui sont les plus concernées. Alors, ce que nous avons fait et distribué pendant cette période-là également, je voudrais dire que d'emblée que le gouvernement a été mis en place le 24 avril et que le 11 mai, nous avons organisé le premier convoi qui est parti dans les régions du Nord. Et ce convoi, à l'époque, se composait de 400 tonnes de vivres. Ces 400 tonnes de vivres, c'était à la fois le département, mais également l'ensemble des acteurs qui se trouvaient sur le terrain. À l'époque, c'était surtout la Croix-Rouge, le Conseil islamique, Cris du Cœur, Coren, plus d'autres volontés qui étaient sur le terrain. Donc nous avons organisé ce premier convoi à l'endroit des régions du Nord. Et à partir de là, donc nous avons nous-mêmes pris les devants pour essayer à chaque fois, tous les 45 jours en moyenne, nous avons pu envoyer des convois dans chacune des régions. Alors, ceci m'amène à dire que quand il y a eu le mouvement des déplacés, il faut dire que les populations se sont déplacées dans toutes les régions du Mali. Même si au départ, on est parti à peu près de 50 000 déplacés, mais je pense qu'on abordera cette question sur le chiffre, mais il est important de le dire maintenant. On est passé aujourd'hui à plus de 200 000. Que ce soit dans les régions de Caille et dans les confins, tous les cercles de Caille ont reçu des déplacés. Que ce soit du côté de Sikasso, c'est la même chose. Je ne parle pas de Mopti, où c'était le premier point d'ancrage, où au départ, nous avons eu 20 000 déplacés qui se sont présentés à Mopti. Nous avons deux termes, nous avons les déplacés, nous avons les réfugiés. Pour notre auditoire, quelle est la différence? La notion, elle est importante, monsieur le directeur, c'est que, a priori, ce sont tous des personnes qui se sont déplacées eu égard aux événements qui ont eu lieu dans les zones de leur résidence, donc ils se sont sentis menacés, ils se sont déplacés. Ceux qui sont partis dans les pays frontaliers, comme l'Algérie, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger, sont appelés des réfugiés parce qu'ils ont traversé leurs frontières. Et à partir de ce moment-là, ils sont régis par les conventions internationales à travers le HCR. Ceux qui sont restés à l'intérieur de leur pays mais qui ont quitté leur zone de résidence sont appelés des déplacés internes. Donc terminologie également qui est acceptée sur le plan international, mais ils ont les mêmes droits, les droits de protection et d'assistance. Donc d'un côté, c'est le système des Nations Unies et de l'autre côté, c'est l'État qui doit faire face aux premières exigences de leurs devoirs, donc leur assistance, leur installation et leur protection. Merci, monsieur le ministre, et je m'excuse de vous interrompre dans votre développement. D'accord. Donc je disais que nous sommes partis d'abord de 50 000 pour arriver aujourd'hui à 200 000 qui se sont répartis sur tout le pays. Mais il ne faut pas oublier que les régions de Gao, Tombouctou, Kidal et une partie de la région nord de Mopti étaient occupées. Donc ces populations également étaient dans le désarroi et dans le besoin. Donc ce que nous avons essayé de faire, c'est qu'en fonction de ce que nous avons, c'est de repartir sur les régions. En moyenne, comme je vous ai dit, entre mai et décembre, nous avons fait 4 convois à l'endroit de Gao, Kidal, Tombouctou en passant par Mopti, et à chaque fois, il y avait une moyenne de 600 tonnes de vivres, dont la majorité fournie sous les dons qui nous ont été donnés. Nous étions à peu près à 4 000 tonnes sous l'année 2012.
À la fin de l'année, nous avons distribué 3800 tonnes pour l'ensemble des déplacés, qu'ils soient dans les régions du Nord ou dans les régions du Sud. Donc, ce qui fait que notre marge n'était pas très importante. Mais néanmoins, il faut dire aussi que sur le plan international, il y a des normes d'assistance qui font que chaque personne déplacée doit bénéficier d'un minimum. Et ce minimum est situé autour de 6 à 9 kilos par mois et par personne. Donc si vous faites le calcul, nous en sommes à pas moins de 1600 à 1500 tonnes pour couvrir nos besoins par mois. Ce qui nous fait à peu près 19 000 tonnes par an. Nous avons géré que 3 000 tonnes, donc vous me direz, alors, et le reste, heureusement qu'il y avait les partenaires, notamment à travers le programme alimentaire mondial qui travaillait pour le système des Nations Unies. Il y a eu la Croix-Rouge, il y a eu le Haut Conseil, il y a eu le Coren, comme je l'ai dit, il y a eu Cris du Cœur. Chacun a essayé d'apporter ce qu'il pouvait pour essayer de répondre aux besoins des populations. Mais il y a un point capital dans ce qui s'est passé dans notre pays, et encore une fois de plus, c'est le fait que la majorité de ces populations étaient dans des familles d'accueil. On peut imaginer que vous avez eu la tâche un peu facilitée parce que l'histoire, la tradition au Mali veut qu'on reçoive son hôte. Il y avait beaucoup de familles d'accueil qui ont certainement vous ont enlevé des épines du pied. Certainement, dans les premiers temps, c'était un soulagement pour nous parce que ceux qui se sont déplacés en fonction des liens qu'ils ont. Et dans les régions, c'est ce qui a fait qu'ils sont dirigés vers telle ou telle région, à part Mopti, qui était une zone centrale, qui était une zone de transit. Je dirais que 95% des populations ont été accueillies par des familles d'accueil. Nous avons juste un site au niveau de Mopti, où il y a 500 personnes, un site à Niamana et un site à Niamakoro, où il y a à peu près 200 personnes. Donc vous voyez que ça ne représente pas grand-chose. Mais néanmoins, c'est qu'accueillir une personne pour une semaine, 10 jours est une chose. Mais l'accueillir pour plusieurs mois, ça devient une autre chose. Et forcément, ça pèse sur le budget de la famille. Parce que comme vous le savez, monsieur le directeur, quand quelqu'un arrive chez vous, il n'est pas dans nos habitudes de dire à la personne de contribuer à sa prise en charge. Donc ce qui fait que ce que nous avons fait, nous avons essayé de recenser les déplacés. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé à toute personne qui est déplacée de s'adresser à nos services pour que nous puissions savoir exactement combien nous avions. Et l'aide que nous avons organisée, même si elle était à l'endroit de ces déplacés, pour nous aussi, elle était à l'endroit des familles d'accueil. Parce que quand vous hébergez quelqu'un, que nous lui donnons même 10 kilos de lit, ces 10 kilos viennent chez vous. Si nous donnons 10 litres d'huile, ça vient chez vous. Donc, pour nous, ce phénomène de solidarité, nous avons essayé de jouer pour le compléter, pour essayer d'amoindrir le choc sur les familles. L'anecdote que je raconte, nous avons été à Caille. Et nous avons été dans une famille où il y a un caporal qui est à la retraite, qui avait servi dans la région de Gundam. Marié donc avec une femme de là-bas, il est marié avec 3 enfants. Chez lui, nous avons trouvé son beau-père qui est arrivé avec 3 femmes et 13 enfants. Donc vous voyez déjà ce que cela représente. Donc pour nous, l'aide que nous faisons à cette famille qui s'est déplacée, on va permettre à leur gendre d'amoindrir les charges sur lesquelles ils ont. Et ceci s'est passé un peu dans toutes les régions avec des fortunes moindres. Mais il faut dire que les gens aussi n'ont pas les mêmes risques. Quand nous prenons un fonctionnaire qui, malgré qu'il se soit déplacé, a continué à percevoir son salaire, je pense qu'il n'est pas équitable de le traiter de la même façon qu'un artisan ou un ouvrier qui a tout perdu et qui est venu. Ou bien qu'une femme qui est venue uniquement avec ses enfants parce que son mari est allé ailleurs. Donc c'est là où nous pensons que les critères de vulnérabilité devraient être appliqués pour que nous puissions prendre en charge réellement ceux qui sont les plus nécessiteux. Ils se situent autour de 35% de l'ensemble de la population. Ça, c'est des normes qui sont admises dans notre pays, eu égard aux indicateurs de pauvreté. Donc c'est comme cela que nous avons essayé de travailler, mais nous devons saluer aussi la mobilisation qu'il y a eu pour essayer de satisfaire tous les besoins. Parce que de façon générale, nous n'avons pas eu de crise alimentaire très importante, nous n'avons pas eu de famine. Les enfants, il n'y a pas eu de malnutrition très importante. Il y en a eu dans quelques poches, mais de façon générale, au niveau des déplacés, et chaque fois que nous avons été, que ce soit au niveau du Mali ou à l'étranger, ce que nous avons eu à constater, c'est que les gens sont quand même restés dignes, ils sont restés propres, et ils ont gardé la tête en dehors de l'eau, et ils ont toujours dit qu'ils sont maliens. Et ça, c'est important. Et je pense que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de saluer cette chaîne de solidarité qui s'est organisée autour de ces déplacés. Mais le gouvernement a essayé aussi de jouer son rôle en tant que leader. Parce qu'il faut amener tout le monde
à aller apporter des actions là où elles sont nécessaires et là où on a des besoins. Donc pendant ces 10 mois, ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes occupés des déplacés, des réfugiés en partie, mais aussi des populations qui sont restées sur place, parce que ça aussi, il faut le dire, c'est quand même extrêmement important, parce qu'il y a des moments où ils ont été très très démunis. Oui, mais, Monsieur le ministre, c'est l'occasion de saluer vos efforts, tout comme les efforts faits par le ministère en charge du budget, qui a régulièrement payé les fonctionnaires déplacés, j'en suis témoin, à partir des bases de Bamako et de Mopti. Monsieur le ministre, on vous a vu un mouvement, on a vu des convois alimentaires. Bon, c'est pas comme à la Kouchner, on vous a pas vu porter un sac de riz sur le dos. On vous a vu partir avec des convois, on vous a vu envoyer des convois. Il y avait beaucoup d'associations, de mouvements qui prenaient ceci, cela. Il y a aussi la Croix-Rouge. Mais, Monsieur le ministre, par moment, vous vous êtes pas dit que c'est peut-être peine perdue et que ces dons pourraient être détournés ou repris par justement les forces d'occupation? Nous nous sommes dit que de toute façon, il fallait faire quelque chose. Le premier convoi qui est parti au mois de mai, donc pratiquement 3 semaines après la mise en place du gouvernement, nous a posé des soucis. Parce que c'était la période où il y avait à la fois le MNLA et d'autres occupants sur le terrain. Et ceux qui étaient à Tombouctou n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient à Gao, et ceux qui étaient à Gao n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient à Douanza. Donc effectivement, on s'est posé cette question de savoir qu'est-ce que nous devons faire. C'est pour cela que nous avons collaboré de façon forte avec le Haut Conseil islamique. Comme c'est des mouvements qui se réclamaient d'obédience islamique, nous nous sommes dit qu'en passant par le Haut Conseil, nous allons arriver à aplanir nos différends et qu'ils acceptent que nous puissions intervenir au niveau des populations. Je voudrais dire que sur le plan de la législation internationale, toutes les ONG qui étaient là, effectivement, attendaient ce qu'ils appellent l'espace communautaire. Cet espace communautaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs humanitaires doivent accéder aux populations qui sont dans le besoin sans aucune contrainte, en respectant leurs principes qui sont l'indépendance, la neutralité. Ceci était difficile dans le contexte où nous étions. Si nous devions atteindre que toutes ces conditions se réalisent, je crois qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Donc nous avons pris sur nous de se dire que c'est des populations qui sont dans le besoin, nous sommes là pour ça, il faut que nous fassions quelque chose. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons eu des discussions avec les occupants. Et je pense qu'à l'époque aussi, il était de leur intérêt de laisser ces convois parvenir aux populations parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les nourrir. Nous n'avons pas eu de difficultés réelles et nous n'avons pas eu de menaces sur ces convois. Nous avons eu 2 incidents pendant les 10 mois, mais disons les 3 ou 4 premiers mois, qui sont très circonscrits. Le premier a eu lieu à Ber, dans la région de Tombouctou, où effectivement, quand nous avons envoyé le convoi, les gens du MNLA ont essayé d'en prendre une partie pour pouvoir nourrir leurs troupes qui étaient à Ber. Le deuxième que nous avons eu, c'est celui de Menaka, où c'est les mêmes MNLA qui a essayé également de prélever. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes dit, étant ici, nous ne pouvons pas gérer ce qui se passe sur place. Nous n'avons pas aussi la vocation d'aller donner nos vivres à ceux qui occupent le terrain. Nous avons travaillé avec les populations locales, et notamment les notabilités. Et nous avons mis en place au niveau de chacune des régions, de chacune des communes, des cercles, chacune des communes, ce que nous avons appelé les comités de crise, qui ont regroupé à la fois les notabilités, les autorités religieuses, les populations elles-mêmes, et puis les occupants. Et c'est eux qui ont été mis en place avec un président qui est élu dans la population, qui lui se chargeait de recevoir les dons que nous envoyons, de mettre en place les commissions de distribution, et une fois que ces distributions sont faites, il nous renvoyait des rapports avec les cibles qui ont été touchées, souvent avec des contacts téléphoniques. C'est une discussion que nous avons eue au départ où on a mis en doute le fait que les populations puissent bénéficier des vivres, mais je pense que très rapidement, avec les documents que nous avons eus, les renseignements que les gens pouvaient faire, le téléphone qu'on pouvait envoyer pour vérifier si oui ou non, donc ceci a permis de lever un peu l'étau par rapport aussi aux organisations humanitaires qui, dès le deuxième convoi, se sont aussi à travers les organisations les non gouvernementales nationales impliquées pour que nous puissions envoyer des vivres dans toute la région du Nord. C'est ainsi que le Programme alimentaire mondial, qui travaillait pour le compte du système des Nations Unies, a contracté avec beaucoup d'ONG sur place. Chaque fois que nous faisions un convoi, ils ont envoyé des convois et finalement, ils ont pu eux-mêmes organiser leur convoi à l'endroit de ces populations sans aucune contrainte. Donc je puis affirmer là que nous n'avons pas eu ces genres de menaces et je pense que les populations ont bénéficié de l'aide que nous avons envoyée.
Il est évident que vous vous êtes occupé de l'intérieur, mais pas seulement. Vous vous êtes aussi occupé des réfugiés dans les pays voisins du Mali qui relèvent de l'action humanitaire internationale. C'est l'exemple au Niger, où vous vous êtes rendu avec 3 autres membres du gouvernement dès le mois d'août 2012. Nous allons suivre le reportage fait par nos agents au cours de votre visite au Niger. Le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées et ses collègues de l'Éducation nationale, de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine ont échangé 3 heures durant sur les problèmes que peuvent rencontrer les Maliens réfugiés ou déplacés du Nord Mali au Niger. Les réfugiés ou déplacés sont des vieilles personnes, des commerçants, des jeunes diplômés, des enseignants et des élèves. Grosso modo, les difficultés portent sous le manque de vivres, pas en quantité suffisante au niveau des camps de réfugiés, le salaire des enseignants déplacés, les élèves n'ayant pu faire les différents examens au titre de l'année scolaire 2012-2013, et les femmes qui ont perdu leur mari mais ayant en charge plusieurs enfants. Elles ne travaillent pas et sont sans ressources. Quant aux solutions préconisées, le ministre de l'Action humanitaire pense qu'il faut recadrer les choses. Un réfugié, celui qui vit dans un camp, est détenteur d'une carte du HCR. Donc, il y a lieu de bien identifier tous les Maliens déplacés pour une prise en charge efficiente des besoins, a conclu le docteur Mamadou Sidibé. Le ministre de l'Éducation, abordant la question des élèves, informant qu'une séance spéciale sera organisée à leur intention dès que possible. Des concertations seront menées avec les autorités des pays d'accueil pour permettre également aux enseignants de pouvoir dispenser des cours dans les différents camps de réfugiés. Justement, à propos des camps, la délégation se rend dans celui de Abala, dans le département de Filengue, à 250 km de Niamey. Monsieur le ministre, nous venons donc de vous suivre dans des camps, c'était au Niger. Vous avez fait des voyages similaires au Burkina Faso et en Mauritanie, des pays frontaliers. Mais nous avons donc beaucoup entendu parler des réfugiés, nous avons entendu tous les chiffres fantaisistes. Si on ne peut connaître réellement le nombre de déplacés à l'intérieur, que peut-on dire du nombre de réfugiés maliens dans les pays voisins? Merci bien. Je pense que ce qui nous a motivés à aller dans les pays frontaliers pour rencontrer nos compatriotes, c'est encore une fois le principe d'aller voir, d'entendre. Et nous avons fait le Burkina d'abord avant de faire le Niger, et à chaque fois, donc, c'était une délégation composée de plusieurs ministres parce que l'action humanitaire est transversale. Et ce qui nous a permis de leur donner les explications. Vous voyez que les premiers jours n'étaient pas faciles parce que nous avons été agressés à juste raison. On nous reprochait le fait de ne pas avoir assuré la sécurité des gens, le fait de faire voir ces populations qui se sont déplacées sans aucun moyen, le fait de voir des enfants qui ne partent pas à l'école, le fait de voir des femmes qui sont aujourd'hui abandonnées à elles-mêmes, tous ces griefs qui étaient effectivement réels. Mais ce que nous avons expliqué aux uns aux autres, c'est que si nous sommes venus à eux, c'est d'abord pour les entendre, les écouter, mais également pour leur dire que nous sommes dans la même barque. Nous sommes tous des Maliens. Donc pour les Maliens qui se trouvent à l'étranger, comme je vous l'ai dit, le rôle d'assistance est normé, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prévu. Il est prévu de donner de l'alimentaire et du non-alimentaire. L'alimentaire minimale à tout un chacun, et le non-alimentaire, c'est de donner des tentes, des moyens de cuisine, de donner de l'eau potable aux déplacés, aux réfugiés. Mais les questions fondamentales qui nous ont été posées, comme vous le savez, ce sont des Sahéliens, ils ont des habitudes totalement différentes. On donne du riz, la farine en lichi, un peu de petits pois, un peu d'huile, un peu de sel. Alors, étant Sahéliens, c'est ce qu'ils nous ont dit, nous sommes habitués à manger de la viande. Ce n'est pas prévu dans les normes internationales. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé, et avec l'UHCR, d'apporter une assistance minimale. Donc nous avons investi dans l'achat de lait, de sucre et de thé, de dattes que nous avons envoyées à ces populations-là. Également une anecdote, je pense qu'on était au Burkina, on était dans un camp et puis on a demandé à chacun de s'exprimer, les femmes, les enfants.
Puis il y a un jeune homme qui s'est élevé, qui avait, je pense, dans les 10 ans, et puis qui nous a dit, oui, nous on est là, tous les jours on nous dit l'école va commencer demain, l'école va commencer après-demain. Mais notre problème, c'est qu'on n'a pas de ballon. Donc c'est pour vous dire tout simplement que, malgré les situations dans lesquelles ils sont, la vie a essayé de s'organiser. Et encore une fois de plus, je ne le dirai jamais assez. Malgré qu'ils aient été dans des conditions très difficiles, ils sont restés très dignes. Ils sont restés très attachés à leur pays d'origine. Notre préoccupation, c'est la sécurité pour leur permettre de retourner. Donc, Monsieur le ministre, vous étiez dans des zones qui ne sont pas les vôtres, parce que gérées par l'Action humanitaire internationale, les ONG. Quels sont vos rapports? Comment avez-vous collaboré avec eux? Nos rapports sont, je peux dire, sont bons. Parce que dès le 29 avril, donc, ce que nous avons fait ici sur place, c'est que nous avons pris attache avec la communauté humanitaire, notamment à travers le coordonnateur humanitaire qui est le représentant du PNUD, pour nous imprégner nous-mêmes des principes humanitaires, parce que c'était une mission qui nous a été confiée, mais sur laquelle nous n'avons pas grande expérience. Les seules gestions de l'humanitaire que nous faisions au Mali, c'est quand il y a une catastrophe, une inondation par-ci, un incendie par-là, donc nous allions pour agir. Mais cette dimension de la prise en charge, donc c'est ce qui nous a permis de voir comment il fallait aborder les problèmes de l'humanitaire, comment il fallait évaluer d'abord les besoins, organiser l'assistance et quel type d'assistance il fallait donner. Et quels sont aussi les comportements que nous devons avoir. Donc très rapidement, nous avons mis en place cet espace de concertation et puis nous avons élargi, avant le premier convoi, à l'ensemble de la société civile. C'est ce qui nous a permis, jusqu'à ce jour en tout cas, d'avoir des rapports assez importants et sereins avec l'ensemble des acteurs humanitaires, parce qu'il y a des groupes de travaux qui se font, dans lesquels nous sommes représentés, et régulièrement, nous les rencontrons pour essayer d'échanger avec eux, pour savoir exactement quelles sont les préoccupations, quels sont les problèmes, et quelles sont les solutions que nous pouvons envisager ensemble. Donc je me réjouis également, et c'est l'opportunité pour moi de les remercier. Parce que vous l'avez vu, même si l'aide a été suspendue par rapport au Mali, tous les pays amis du Mali se sont investis dans l'humanitaire. L'aide a été officiellement supprimée, mais les partenaires techniques et financiers ont quand même fait beaucoup de dons en nature, en liquide, en argent. Et on s'est dit, mais comment cela se faisait-il? Comment cela était-il utilisé par votre département? L'aide qui se faisait n'était pas donnée à notre département. L'aide bilatérale qui s'est faite, les partenaires avaient dès le départ signifié qu'ils ne travaillaient pas avec le gouvernement, mais par contre ils travaillaient à travers des ONG. Et je pense que grâce aujourd'hui aux médias, aucune information n'est escamotable. Donc vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a eu un pays qui s'engageait vers une aide humanitaire, il précisait soit l'ONG, soit les cibles pour lesquelles il voudrait que ce soit donné. De façon générale, le système des Nations Unies travaille en ce qui concerne l'alimentaire avec le PAM, en ce qui concerne les problèmes logistiques à travers le HCR. Les bilatéraux travaillent avec des ONG que eux-mêmes ils choisissent, qui leur permettent sur le terrain d'apporter cette aide. Nous avons reçu effectivement de l'aide essentiellement de la diaspora en liquide. Et je pense que sur l'année 2012, nous avons reçu à peu près 70 millions. Ces 70 millions ont été utilisés pour tantôt apporter un appui direct, comme je dis, complémentaire par rapport aux besoins qui nous ont été exprimés, tantôt pour appuyer des enfants qui sont en situation difficile, mais l'ensemble des fonds qui ont été annoncés ont été gérés directement entre les partenaires et les ONG qui, elles, travaillent sur le terrain à travers les comités de crise que nous avons mis en place. Et l'exemple que je vais prendre, c'est que vous avez vu l'Union européenne, ces derniers temps, annoncer à chaque fois qu'ils augmentaient leur aide humanitaire. Mais l'Union européenne a une agence d'exécution qu'on appelle ECHO, qui, elle, est chargée de recevoir ces dons et de les organiser avec les ONG qui travaillent sur le terrain. Le système des Nations Unies a mis en place ce qu'on appelle l'appel consolidé, et qui est un document qui est fait en cas de situation d'urgence, qui permet de prendre en charge toutes les préoccupations et qui sont financées à travers les donations du système des Nations Unies, qui sont également gérées à travers le système des Nations Unies. Donc nous, en tant que département, à part les dons qui ont été faits directement à l'État malien, à travers les pays amis, ou quelques assistances monétaires que nous avons eues de quelques donateurs généreux. Et là, je dois saluer vraiment la contribution importante de la diaspora malienne. Parce que vous l'avez vu, souvent, c'était un apport qui donnait directement soit
à la Croix-Rouge, soit au Cri du Cœur, soit au Coren, soit au Conseil, mais des fois en orientant aussi. Si je prends par exemple l'exemple des ressortissants de Douanza qui étaient en Guinée équatoriale, vous avez vu que leur représentant a dédié cette aide-là directement à ces zones. Donc nous n'avons fait que simplement essayer d'assurer une coordination, afin que, encore une fois de plus, les besoins soient couverts, parce que c'était ça l'objectif essentiel. Nous ne sommes pas l'opérateur essentiel, nous n'avons pas les moyens d'aller distribuer ou d'aller sur tous les endroits, mais nous avons l'obligation de veiller à ce que les besoins de l'ensemble des déplacés de toutes les régions qui étaient en difficulté soient couverts. Et ceci s'est fait grâce à cette collaboration que nous avons eue avec l'ensemble des acteurs humanitaires qui étaient sur le terrain. Merci, Monsieur le ministre. Voilà qui vous disculpe un peu, vous et votre département. Mais les dons continuent, aussi bien la diaspora que des Maliens de l'intérieur continuent de faire des dons, on le voit régulièrement. Et le ministre Tiena annonce toujours fièrement le montant dans le compte de la BDM. Il ne vous donne pas un peu? Ce sont des dons qui sont dédiés essentiellement à l'effort de guerre. Il y a les victimes de guerre aussi. Les victimes de guerre sont prises en charge ailleurs, mais c'est essentiellement dédié à l'effort de guerre, donc au soutien aujourd'hui des actions de l'armée pour la libération des régions du Nord. Très bien. Monsieur le ministre, la libération des régions du Nord, elle est bien entamée. Et nous avons de plus en plus nos terroirs, notre territoire, et on pense déjà retour. Les déplacés, j'en sais quelque chose. Je suis du Nord, ma famille de Niafunke est rentrée. Il y a les réfugiés également qui souvent sont pressés de rentrer. Où en êtes-vous? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il faut dire que le retour, il est volontaire. Donc on ne peut imposer à personne de retourner. Deuxièmement, c'est que nous avons déjà été à Tombouctou dès le 4 mars. Et nous sommes arrivés de Gao hier. Simplement pour aller nous rendre compte des conditions qui existent sur le terrain. Et nous avons effectivement constaté qu'il y a déjà des retours volontaires, même si c'est encore timide. Ces populations qui reviennent sur place doivent être assistées. Et cette assistance, encore une fois de plus, elle est multiforme. Il ne s'agit pas simplement de donner à manger à quelqu'un ou de lui donner un endroit pour coucher, mais encore que faut-il que le lendemain, quand il se réveille, qu'il puisse se dire « j'ai de quoi manger, j'ai de quoi… » Donc, ça, c'est un problème assez important parce que si on veut gagner aujourd'hui la paix, il faut forcément que nous investissions dans le développement. Les chiffres que nous avons sont encore timides, mais nous avons constaté que du côté de Tombouctou, il y a comme vous l'avez dit, beaucoup de gens qui viennent de Bamako, beaucoup de gens qui viennent de l'intérieur du pays pour y aller. Nous avons été en Mauritanie récemment, quelques populations également de cette zone-là essayent de revenir, même si elles sont encore en nombre limité. À Gao, hier, le gouverneur nous a signalé à peu près un retour de 6 000 personnes. Donc, ça s'organise. Du côté de Ménaka, il y a des gens qui sont venus. Ce matin, j'ai reçu un SMS avant de quitter chez moi, où il y a des réfugiés du Burkina qui me disent qu'ils sont prêts à revenir. Donc, c'est en train de s'organiser. Qu'est-ce que nous envisageons? Ce que nous envisageons, nous, c'est qu'il faut que cela soit structuré. Et je pense que là, dans la feuille de route du gouvernement, qui définit un peu les actions urgentes et à moyen terme, nous avons prévu d'organiser ce retour. Nous sommes en train de travailler actuellement avec le HCR, avec l'Organisation internationale sur la migration, pour essayer déjà de mettre en place les moyens d'identification de ces déplacés. La deuxième chose, c'est que nous sommes assurés que nous puissions les accompagner sur le plan d'une dotation alimentaire minimale pour 3 mois. Nous nous sommes assurés également que nous pourrons leur apporter une petite assistance financière pour leur permettre de démarrer, ne serait-ce pour assurer le quotidien, parce que comme vous le savez, le Nassongo chez nous est quand même assez important. Donc nous essayons de faire ça avec l'ensemble des acteurs communautaires. Nous sommes en train de travailler là-dessus et nous pensons que dans les jours à venir, nous allons également dans ce domaine-là essayer d'être visibles et de voir concrètement ce que nous voulons faire. Mais nous préférons le faire à partir des zones de résidence. C'est-à-dire que nous préférons que la personne qui soit retournée soit gérée par les autorités administratives. Et c'est de ça que nous avons parlé hier avec le gouverneur de Gao. Nous allons faire la même démarche avec les autorités de Tombouctou pour que nous puissions rentrer dans cette dynamique-là de commencer à accompagner les familles qui sont revenues dans leur zone et de leur apporter une assistance aussi minimale soit-elle pour leur permettre de rebondir. Monsieur le ministre, on n'a pas besoin d'un constat d'huissier pour savoir qu'il manque beaucoup de choses. Les services sociaux de base ont été beaucoup détruits, les activités génératrices de revenus sont bloquées. Avez-vous
une action en direction des populations justement par rapport à ce que je viens de citer? L'action que j'ai, c'est une action qui a été traduite dans la feuille de route parce que, comme vous le savez, tous ces aspects de réhabilitation, tous ces aspects de redémarrage de la vie économique, tous ces aspects d'assistance sociale existent. Comme j'ai dit aujourd'hui, quand vous allez dans ces zones, les problèmes sont connus. La première des choses, c'est que les gens ont la préoccupation pour l'école. Et ceci est aussi bien valable pour les déplacés parce qu'ils nous disent, si on revient, est-ce que nos enfants peuvent aller à l'école? La deuxième préoccupation qu'ils ont aujourd'hui, c'est que le système financier et bancaire puisse revenir. Parce que sans cela, il ne peut pas y avoir de transaction. Et ça, c'est une préoccupation majeure. Une de leurs préoccupations également, c'est qu'ils puissent disposer de l'eau et de l'électricité. Aujourd'hui, que ce soit à Gao ou à Tombouctou, ils ont de l'électricité 2 heures, 3 heures par jour. Donc si vous imaginez tous les gens qui dépendent, les travailleurs manuels, les artisans, les vendeurs de glace aujourd'hui, qui dépendent de cette électricité, donc ça pose un problème. L'autre souci aussi qu'ils ont, c'est l'agriculture, parce qu'on vient de sortir d'une année qui n'a pas été très bonne chez eux, mais qu'ils souhaitent consolider avec les cultures de contre-saison, mais également préparer la nouvelle. Le bétail est une de leurs préoccupations. Donc, les populations qui sont sur place savent exactement quels sont leurs besoins et quelles sont leurs attentes. Donc, il nous appartient, nous, de faire en sorte que cela puisse être pris en compte. Donc, j'ai discuté avec le ministre de l'Énergie qui est en train de s'activer par rapport au problème de disponibilité de l'énergie et de l'eau. Le ministre de l'Agriculture, c'est la même chose par rapport à l'évaluation des besoins. Mais l'administration, aujourd'hui, est dans une situation très, très, très précaire. Comme vous l'avez dit, tout a été détruit. Elle est sur place. Et les gens n'ont même pas de bureau pour s'asseoir dessus. Donc, il nous appartient tous, à l'ensemble des départements, de faire en sorte que le minimum puisse exister. Pour encourager ceux qui sont là, mais également pour reconnaître aussi à ceux qui sont restés pendant ces 10 mois d'occupation. Parce que ça aussi, c'est un élément que nous avons perçu sur le terrain. Il y a des gens quand même qui sont restés là. Merci, Monsieur le ministre. Et là, je parle aux populations directement au nom du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. On a échangé juste avant cette émission et qu'il fallait vite qu'il aille faire le constat avec les services techniques de l'ORTM pour voir ce qui reste et ce qui va être fait. Déjà, toutes les commandes sont faites et j'ai donc le plaisir d'annoncer aux populations qui ne reçoivent pas encore les signaux de l'ORTM que ce serait pour bientôt. Monsieur le ministre, on a parlé de Gao, on a parlé de Tombouctou, il y a un no man's land au Mali. Vous ne parlez pas de Kidal? Vous avez des nouvelles de Kidal? Nous avons des nouvelles de Kidal parce que nous travaillons avec la communauté des ressortissants de Kidal qui se trouve à Bamako et particulièrement avec l'association des femmes ressortissantes de Kidal. Les dernières informations que nous avons reçues, c'est qu'il y a un regroupement de population assez important autour de Tessalit. Mais l'accès à ces régions aujourd'hui est tributaire d'un moyen de déplacement. Et il n'y a que l'avion, donc c'est les avions militaires français. Nous sommes en train de voir également comment très rapidement nous puissions aller, ne serait-ce que sur place. À défaut de pouvoir y aller, nous sommes en train de nous organiser pour envoyer déjà un signal à travers une aide alimentaire que nous allons faire à travers ces moyens de transport parce que l'accès n'est pas facile. Parce qu'en interrégion, aujourd'hui, il n'y a plus de transporteurs. Que ceci est aussi valable pour Tombouctou que pour Gao. Aujourd'hui, malgré les vivres que nous avons envoyés depuis quelques jours à Gao, les vivres de Menaka sont toujours à Gao parce que le trajet entre Ansongo et Menaka est un trajet à risque. Donc, ils sont en train d'organiser cela avec les moyens qu'ils ont pour pouvoir acheminer ces vivres-là vers ces zones-là. Mais sinon, de façon générale, nous avons des contacts avec l'ensemble des organisations ressortissantes de ces régions pour nous donner la réalité des problèmes et savoir ce que nous devons faire. Et pour Kidal, nous pensons que très bientôt, nous allons en tout cas agir sur Tessalit où il y a un regroupement de population assez important. Kidal, dès que ce sera accessible, nous ferons comme nous l'avons fait pour les autres régions parce que nous pensons que c'est une obligation pour nous et c'est notre mission essentielle. Monsieur le ministre, un grand mot et une grande cause, la réconciliation. On se déplace, on revient au bercail, mais les populations vont se retrouver. Il faut que les populations se parlent. Il faut que la réconciliation, qui n'est pas un slogan, mais un comportement, soit réel. Qu'entendez-vous faire pour favoriser la réconciliation entre les Maliens? Ce que nous comptons faire, c'est, encore une fois de plus, de renforcer le contact et le dialogue à travers les groupes qui ont été mis en place pendant la période de crise pour gérer
nos relations, ce qu'on a appelé aujourd'hui ou comité de coordination, comité de crise. Et encore une fois de plus, je pense que le fait d'avoir été à Gao hier, j'ai retenu une chose que le gouverneur a dit. Le dialogue interethnique n'est pas un problème. Les populations sont obligées de s'asseoir et de trouver des solutions. Mais encore faut-il que nous soyons, nous, là pour faciliter ce contact-là. Et c'est ce que nous essayons de faire en continuant à favoriser ces comités de crise, ces comités de coordination. Et je pense que le gouvernement, à travers la feuille de route également, vous avez vu que le comité dialogue et réconciliation a été mis en place. Donc chacun de nous, à travers ce comité, et à travers nos démembrements techniques, va essayer d'interagir. Et nous, en tant que structure en charge du développement social, nous avons un rôle assez important. C'est pour ça que nous avons attiré l'attention de l'ensemble des acteurs humanitaires pour que nous puissions faire ensemble un effort pour prendre en charge la gestion de la composante psychosociale. Parce que c'est des populations qui viennent de sortir d'épreuves très très dures et qui ont besoin de soutien, qu'on le manifeste ou pas. Donc nous sommes en train également de travailler avec l'ensemble des acteurs pour que ces actions, qui doivent être des actions très discrètes, compte tenu des mœurs et des habitudes de tout un chacun, que nous puissions les mener pour apporter l'apaisement et pour apporter l'acceptation. Mais ce que je dis est très simple. Je pense que le Mali est un pays millénaire. Et qu'on aille à Kaï, et qu'on aille à Kidal, on aura des Sidibé, on aura des Diallo, on aura des Djara. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous avons vécu ensemble pendant tous ces millénaires. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que nous ne puissions pas reprendre le dessus. Monsieur le ministre, les Maliens vont voter en juillet prochain. Pensez-vous que les réfugiés, les déplacés pourront voter? Ça, c'est des questions aussi qui ont été abordées lors de la dernière réunion qui a été présidée par le Premier ministre, où la question de l'élection a été posée. La participation des déplacés internes ne pose pas de problème, puisqu'ils ont été recensés déjà enrôlés au cours du RAVEC. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, en accord avec le ministère de l'administration territoriale, c'est pour ça que nous sommes en train de faire la liste des déplacés, c'est de pouvoir identifier les déplacés pour qu'eux-mêmes, ils puissent, le moment venu, s'adresser et nous dire où est-ce qu'ils sont pour que nous puissions leur donner leur carte, parce que je vous ai dit, ils sont éparpillés sur l'ensemble du pays. Donc, ils peuvent accéder aux élections sans aucun problème. En ce qui concerne les réfugiés, encore une fois de plus, ceci dépendra essentiellement de la volonté des pays d'accueil. Elle ne peut pas se faire sans eux. Et deuxièmement, ceci aussi interviendra avec le respect des règles internationales, qui sont ceux du droit humanitaire, qui veulent que nous ne puissions pas mener d'activités politiques dans les camps, mais qui acceptent que les contacts, et ils facilitent les contacts entre les populations qui sont parties et les autorités qui viennent les voir pour pouvoir instaurer ce dialogue et le moment venu de voir quels sont les moyens qui ont été faits pour organiser les élections. Je dis aujourd'hui que l'enrôlement ayant été fait depuis déjà 2011, avant les événements, l'identification des personnes ne pose plus de problème. Il s'agit de savoir exactement géographiquement où est-ce qu'ils sont positionnés pour qu'ils puissent participer au vote. Et je pense que là, les dispositions vont être prises pour que ce soit fait. Monsieur le ministre, je vous vois très éprouvé parce que vous avez eu une journée ardue hier à Gao, un aller-retour Bamako-Gao. Et il me semble, si je ne me trompe, à travers les discussions petites que nous avons eues, que vous avez été très ému. Quelque chose vous a frappé? Aussi bien Tombouctou, Gao, Douanza, à chaque fois que nous avons été, ce qui nous a le plus frappé, c'est le dispositif qui a été mis en place pour pouvoir arriver à la solution dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc reconquérir un peu ces territoires. Donc c'est le lieu de saluer vraiment l'effort qui a été fait sur le plan militaire et l'ensemble des participants parce qu'ils sont dans des conditions très rudes. À Gao, actuellement, il fait au moins 50 degrés à l'ombre. Mais ils sont présents. Ça, c'est la première chose qui nous a frappé. La deuxième chose qui nous a frappé, c'est que la population elle-même est consciente du danger qu'il y a. Et elle contribue aujourd'hui avec les autorités pour la recherche de solutions, pour essayer de débusquer encore ceux qui peuvent nuire et troubler cette cohésion sociale. Et la troisième chose qui nous a frappé, c'est que, encore une fois de plus, comme je le dis, il faut les écouter. Ils connaissent leurs problèmes, ils attendent des choses, même s'ils n'ont pas de solution immédiate, en tout cas, ils vous ébauchent des solutions. Et ceci est important pour nous. Avant de partir à Gao, on m'avait dit qu'il y avait un problème de malnutrition important. Donc, on a été visiter l'hôpital. Il y a de la malnutrition.
c'est certain. Mais ce n'était pas dans les proportions qu'on nous a données. En plus, il y a un acteur qui intervient sur place pour aider à la prise en charge des enfants qui sont victimes de malnutrition, qui est une organisation internationale, ACF en l'occurrence, et ceci est valable aussi dans les autres zones. Donc c'est pour dire simplement que le fait d'aller sur le terrain nous permet déjà de nous rendre compte de la réalité, mais également d'écouter ces populations et de voir quelles sont leurs problématiques et leurs problèmes prioritaires. Et c'est pour cela que les demandes qui ont été faites, encore une fois de plus, c'est le retour de l'administration, la réhabilitation minimale des infrastructures pour qu'ils puissent continuer à travailler et de leur apporter un appui financier et alimentaire pour leur permettre de rebondir. Monsieur le ministre, quel est aujourd'hui votre vœu le plus ardent? Mes vœux le plus ardent aujourd'hui, c'est que cette dynamique de paix dans laquelle nous avons entamé puisse continuer. Mon souhait le plus ardent également, c'est que l'ensemble des Maliens, nous puissions nous retrouver entre nous et que nous puissions nous parler. Nous avons trébuché, certes. Nous sommes restés debout. Et je pense que le président de la République a l'habitude de lui dire le bateau Mali tangue, mais il ne chavirera pas, et nous sommes convaincus qu'il ne chavirera pas. Et je voudrais citer un père fondateur de l'Afrique de l'époque, un de nos voisins qui a eu un problème dans son pays, qui a pris un exemple tout simple. Regardez votre œil. Il y a du noir et du blanc. Sans le noir, l'œil n'est pas l'œil. Sans le blanc, l'œil n'est pas le blanc. Donc le Mali est ainsi fait. Sans mes cousins Bobo, sans mes cousins autres, sans les cousins des cadeaux, ainsi de suite, nous ne sommes pas le Mali. Et c'est ça notre avantage. Nous avons cet avantage-là de ce Sanangouya qui devrait nous permettre de résoudre le problème. Vous avez vu que les Dogons sont partis dans la région du Nord parce qu'ils peuvent se le permettre. Et je suis sûr et certain que nos frères qui sont dans la région du Kidal également, en majorité, partout où nous avons été, nous ont dit qu'ils sont maliens et ils resteront maliens. Monsieur le ministre, un mot à l'endroit de vos collaborateurs. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire que si nous avons pu réussir ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est grâce au dévouement de l'ensemble de ceux qui ont intervenu avec nous, particulièrement aux structures centrales et aux structures déconcentrées. Et c'est le lieu pour moi vraiment de leur rendre un hommage vibrant, hommage, parce que tout seul, je n'aurais pu rien faire. Et c'est grâce à eux que nous avons pu faire tout cela, et ils ont l'habitude de me taquiner en me disant « Monsieur le ministre, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a fait plus de 30 000 km en une année ?» C'est pour dire tout simplement qu'ils ont accepté des sacrifices, ils ont accepté parce qu'ils sont conscients de la situation dans laquelle nous sommes, ils ont accepté parce que également ils sont conscients de la mission qui nous a été confiée, qui est une mission sensible, et nous voulons continuer en tout cas en 2013 de faire la même chose grâce à l'appui de tout un chacun. Donc je voudrais rendre un vibrant hommage à l'ensemble de la population malienne, à l'ensemble de la diaspora, à l'ensemble des acteurs humanitaires pour la facilitation qu'ils nous ont faite pour l'accomplissement de notre mission. Monsieur le ministre, y a-t-il une question que vous auriez souhaité que je vous pose? La question que j'aurais souhaité, c'est par rapport un peu aux perspectives que nous avons et tout ce qui se dit et nos insuffisances, parce que toute œuvre humaine, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous avons entendu ce dont les gens se plaignent. C'est essentiellement pour certains pour dire que depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais reçu d'aide. Certains ont dit, on a reçu, mais c'est insuffisant. D'autres ont dit, nous n'avons pas vu l'État ni le gouvernement. Ainsi de suite. Aujourd'hui, on nous a dit que nous recevons de l'aide qui est en train de pourrir dans les magasins. Alors, ça, je pense que c'est des questions tout à fait, des attentes tout à fait légitimes. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'au début, quand nous avons commencé à gérer cette crise, nous étions à 50 000 déplacés. Aujourd'hui, nous sommes à 200 000 déplacés internes et nous sommes à presque 250 000 réfugiés. Ceci s'explique par les différents événements qui sont intervenus dans notre pays et chaque fois, donc, ça augmente. Donc les besoins augmentent. La deuxième chose, c'est que l'État tout seul n'a pas les moyens aujourd'hui de satisfaire tous ces besoins. Les dons dont on parle pour nous dire qu'ils sont en train de pourrir, c'est les dons de l'Afrique du Sud que nous venons de recevoir, les dons du Nigeria que nous avons réceptionnés il y a à peine 10 jours et qui sont stockés au niveau de l'OPAM. Je pense qu'il est au-delà de tout entendement que nous puissions, nous, aujourd'hui, consciemment, laisser ces dons-là pourrir alors que les besoins sont ailleurs. Nous sommes en train de nous organiser progressivement, mais comme vous le savez, ça nécessite aussi des moyens financiers qui sont donnés par l'État, que nous sommes en train de mobiliser pour continuer l'action que nous avons entamée, aussi bien à l'endroit des populations
qui sont au nord, mais également à l'endroit des déplacés, mais aussi d'organiser les retours. Donc ce que je voudrais sincèrement dire, c'est que nos insuffisances, nous les acceptons et nous en excusons, mais notre volonté, c'est de continuer à satisfaire et à donner ce que nous pouvons faire. Parce qu'il y a un adage qui dit chez nous, nous n'avons pas la prétention de satisfaire tous les besoins, mais nous avons l'obligation de faire le minimum pour pouvoir montrer aux populations que l'État existe et qu'il est là et qu'il est prêt à les accompagner. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous espérons qu'elle a pu vous satisfaire et nous nous excusons des petites imperfections. Nous nous retrouverons très prochainement pour une autre émission de la grande interview. Toujours la passion du service public, l'ORTM s'attellera à vous informer, à vous éduquer et à vous divertir. Je remercie également l'hôtel Azalaï Laïko et tout son personnel. Mesdames et Messieurs, au plaisir de vous retrouver. Vous faites le mariage? Oh mon Dieu, est-ce que vous... Oui, on va se marier. Oh, mais c'est génial. Les amoureux ont franchi une étape.